Donc, nous avons vu c'est quoi la définition, la raison d'être pour le récepteur MLSE. Et maintenant, nous allons voir quelques simulations pour discuter la performance d'une MLSE. J'ai dit que des fois, ça peut complètement éliminer l'interférence intersymbole. Mais quand? Pourquoi? Donc, premièrement, pour exploiter le récepteur MLSE, ça prend une connaissance du canal. J'ai dit que des fois, nous allons utiliser l'algorithme de Viterbi pour défaire, c'était un encodage structuré introduit au transmetteur. Mais on sait c'est quoi cette structure qui en est introduite et on en profite de ça dans la partie décodeur. On sait c'est quoi qui fait l'encodeur, donc quand le décodage, le défait, c'est ce qui faisait l'encodeur. Donc, pour cette approche MLSE, c'est un peu la même chose. On veut défaire qu'est-ce que le canal a fait. Mais il faut savoir qu'est-ce que le canal a fait si on veut le faire. Donc, connaissance du canal est exigée. Donc, en parlant de la complexité de l'algorithme de Viterbi, si on parle de M points dans la constellation et la mémoire de canal est L, on va parler de les états dans le Viterbi qui déterminent un peu la mémoire exigée et on peut quantifier les opérations aussi, mais c'est basé sur M à la puissance L-1 état. Donc, l'avantage de Viterbi, c'est dans l'enchaînement de tous les calculs qui est très efficace. Donc, j'ai dit, nous allons faire des simulations. Donc, on utilise MATLAB. Et MATLAB, il y a une commande qui est le égaliseur MLSE. Donc, c'est déjà programmé. Donc, nous allons donner l'information sur notre connaissance du canal. On va la mettre dans le MATLAB ici, quand on dit Channel Coefficients. Donc, c'est là que je l'ai dit au décodeur ou au récepteur MLSE, c'était quoi le canal. Et on peut voir que M, c'est le nombre de points dans la constellation. Donc, là, on voit ici. Ici, c'est un exemple de QPSK. Donc, il y a 4 points et les coordonnées de ces points de QPSK sont indiquées aux commandes MATLAB pour être capable de faire ces calculs de distance entre le signal reçu et tous les points dans la constellation. Et la mémoire L, on remarque ici que dans notre coefficient du canal, il y a 1, 2, 3, 4 coefficients. Donc, ça serait lié à L. Donc, qu'est-ce que nous allons examiner comme canal? Nous allons prendre l'exemple d'un canal Butterworth. Donc, c'est un filtre qui est bien étudié, le Butterworth, il y a des expressions analytiques pour ça. Et c'est un des exemples où le MLSE peut éliminer complètement l'interférence intersymbole. Donc, si le canal que je passe à travers est bien décrit par un canal Butterworth, je sais que c'est une approche qui va marcher 100%. Donc, il y a une paramétrisation de le canal Butterworth. Ça peut être de ordre 1 jusqu'à ordre 10 ici. Donc, on voit ici qu'est-ce qui est la réponse en fréquence pour le canal Butterworth. Donc, je commence maintenant à discuter la réponse en fréquence pour un canal. Pourquoi? Parce que c'est là, dans le domaine fréquentiel, que nous allons avoir une intuition sur pourquoi est-ce que le MLSE va marcher bien, pourquoi pas, c'est quoi qui peut corriger, c'est quoi qui ne peut pas corriger. Donc, ici, nous remarquons que c'est quand même un comportement très régulier. Il n'y a pas beaucoup de variations, oscillations, c'est très lisse. Il y a essentiellement une partie plate suivie par une partie avec une descente, avec une pente constante. Et la pente est une fonction de l'ordre de notre filtre. Donc, celui-là, on peut corriger complètement. Donc, si on remarque, c'est quoi la probabilité d'erreur de ce système-là, mais après le MLSE, ça va juste être la courbe idéale avec le bruit additif gaussien. Ici, c'est l'exemple de BPSK.
Donc, après l'égalisation, nous atteignons exactement l'équation théorique que nous avons développée pour un système sans l'interférence intersymbole. Très, très bien. Supposons maintenant que j'ai un autre type de canal, un canal où il y a des évanouissements importants. Okay? Donc, ici, tout cet espace-là représente tout le contenu fréquentiel de mon signal. Mon signal, il couvre toute cette région de présentation. Mais mon canal, ici, il va couper certains contenus fréquentiels, il va le mettre à zéro finalement. Donc, s'il le met à zéro, c'est certain qu'il y a partie du signal qui est complètement perdue. Donc, cette partie du signal, l'information, elle est partie, elle n'est plus là. Donc, dans le domaine temporel, c'est ce que nous avons vu, c'était l'étalement de l'impulsion, qui est certainement vrai, et le recouvrement, donc on a le concept, mais dans le domaine fréquentiel, on dit, mais ouais, ici, ça va être difficile. Ça va être très, très difficile, même impossible d'atteindre la même performance sans l'interférence intersymbole parce qu'il y a une mise à zéro pour certaines sections du signal. Donc, le lobe primaire, c'est certain, il est plus étroit du signal, parce que le signal, ça couvre toutes les régions là, et il y a des évanouissements importants. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, voici, il y a les équations qui étaient simulées, et ça vient d'un exemple dans MATLAB. Donc, la commande MATLAB, c'est EQ-BER démo, donc c'est une démo sur les égalisateurs. Ici, il y a plusieurs égalisateurs qui sont comparés pour le canal ici. Ils vont mettre dans le graphique ici, premièrement, la courbe idéale, s'il n'y avait pas d'interférence intersymbole. Et après ça, il y aura différentes solutions que nous allons discuter plus tard. Mais je veux juste attirer votre attention aux courbes qui est vraiment pour le MLSE. Donc ça, c'est le même exemple. Ici, c'est la courbe théorique. Et ici, pour ce canal, on voit qu'il y a une perte importante de l'interférence intersymbole, même quand j'utilise le récepteur optimal, non linéaire, complexe. Donc, même avec la complexité, le canal, il a détruit une certaine portion de le signal. Donc, on a une perte de 2, 4, 6 dB au cause de ce canal. Qu'est-ce qui a été introduit par le canal? Il y a deux courbes ici, et la différence entre ces deux, c'est un est basé sur d'avoir ces chiffres exacts pour le canal, une connaissance exacte du canal, et l'autre, c'est où le canal est plutôt estimé. Il va estimer ce comportement fréquentiel. On peut l'estimer. Une fois qu'on a estimé la réponse fréquentielle, après, on peut faire le transformé de Fourier inverse. Parce que finalement, ici, c'est ce que nous avons, c'est la réponse impulsionnelle. Et ici, c'est la réponse en fréquence du canal H de F, H de T. Et bien sûr, il y a la relation de Fourier entre les deux. Donc, si je ne connais pas le comportement exact du canal, c'est ce que je peux faire. Je peux mesurer ou je peux estimer la réponse en fréquence. Après ça, je prends le Fourier, transformé de Fourier inverse qui va me donner une estimée de les réponses impulsionnelles, et je peux mettre ça dans mon MATLAB pour traiter le signal comme si je savais c'était quoi le canal, même si ce n'était pas une connaissance exacte.